Comme vous avez vu, c'est des illustrations très enrichissantes sur ce qui se passe en Europe, comme kinésithérapie fonctionnelle, neurologique, respiratoire, pédiatrique, paraplégique, esthétique. En fait, la science de kinésithérapie, c'est très vaste. Alors, j'ai tenu à vous faire savoir par illustration tangible ce que c'est que cette science. J'espère bien que vous avez bien compris ce que c'est que la kinésithérapie avec tous ces branches. Mais quand même, j'ai tenu à ne diffuser que ce qu'on a nous, chez nous, au centre médical Al-Khawa. Il y a beaucoup de choses que dans le futur, peut-être, on va diffuser, on va parler sur. On va essayer de vous cultiver on va essayer de vous cultiver au maximum sur la science en kinésithérapie. Je crois que 60% de la science en kinésithérapie, vous l'avez vu sur ces illustrations. Je crois que c'est ce qu'il y a en Europe comme haute technologie. Euh, dont les Européens fonctionnent avec et dont nous-mêmes fonctionnons avec dans notre centre. Alors, je suis pas là pour vendre mes cures, bien sûr, je suis là pour commercialiser mon centre, mais avant tout, je suis là pour vous cultiver, pour vous informer au maximum sur cette science qui est d'ailleurs une science qui peut sauver beaucoup de vies et qui peut donner le bien-être à beaucoup de personnes. S'il vraiment arrive à en savoir les vertus et connaître comment l'exploiter au maximum. Alors maintenant, on va procéder à la visualisation de notre centre de kinésithérapie et de rajeunissement Al-Khawa qui est situé à Kenitra, Maroc, par des photos qui sont très explicatives sur notre matériel, sur notre centre, sur le design de notre centre, nos appareils, notre staff, nos cures. Je vous laisse un petit peu continuer cette, cette illustration bien tranquillement chez vous. D'ailleurs, même le prix de nos cures, je les ai mentionnés sur ce diapo. Euh, D'ailleurs, si vous consultez toutes les photos, vous allez voir qu'il y a une partie des photos dont j'ai mentionné les prix de chaque cure, de chaque séance, de chaque soin esthétique. Euh, je m'arrête là et je vous laisse poursuivre la diaporama. اليوم راني معاك غدوة تاني مستني اكتب بالمكتوب ونكون حداك يا قلبي شوف هواك وين رماني فوق بحر صافي بمواج وداني معاك تبع رياح الحب وعندك حطني ودعني وصاني وقال لي
حبيبك ما تنساه. هي الزينة ما درتي فينا، أنا وقلبي قلبنا عليك موطينا. يا الزينة ما درتي فينا، أنا وقلبي قلبنا عليك موطينا. قالوا لي خرجتي في ظلام وعليا سولتي، في غياب القمر عيونك ضويتي. قالوا لي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي، وين كنتي هذا شحال قولي لي علاش غبتي. قالوا لي خرجتي في ظلام وعليا سولتي، في غياب القمر بعيونك ضويتي. قالوا لي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي، وين كنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي. زينة ما درتي فينا، أنا وقلبي قلبنا عليك موطينا. يا زينة ما درتي فينا، أنا وقلبي قلبنا عليك موطينا. حلف ما نزيد نسال عليه جلني، والعين اللي بكات محال تسامحني. وعلاش يا قلبي هواك غدرني، راني مجروح شكون اللي داويني. يا رياح والدين غامي يسمعهم الحبيب يعرف حوالي. يا الزينة فهمي المعاني، آمن راح وكل مولاه العالي. زينة ما درتي فينا، أنا وقلبي قلبنا عليك موطينا. يا زينة ما درتي فينا، أنا وقلبي قلبنا عليك موطينا. زينة ما درتي فينا، أنا وقلبي قلبنا عليك موطينا. يا زينة ما درتي فينا، أنا وقلبي قلبنا عليك موطينا. To really love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside. Hear every thought, see every dream, give her wings when she wants to fly. And when you find yourself lying helpless in her arms, you know you really love a woman. When you love a woman, you tell her that she's really wanted.
Euh, Salut, je me présente, je m'appelle Bitou Chounes, je suis un pharmacien d'officine, je suis le directeur marketing du centre médical Al-Khawa de kinésithérapie et d'esthétique médicale et de rajeunissement divers. Je tiens à faire cette vidéo pour vous faire part de ce qu'on fait dans notre centre comme cure en kinésithérapie, rajeunissement, lifting, raffermissement de la peau. En fait, on est un centre de 280 mètres carrés situé à Kenitra, Maroc, qui est en train de travailler via des appareils à ultrasons, lumière pulsée. Ainsi, je tiens à présenter cette illustration pour un petit peu promouvoir cette science qui est la kinésithérapie dans le Maroc, où la plupart des Marocains ne connaissent pas vraiment sa vertu. Ils ne connaissent que un kinésithérapeute, c'est un masseur qui fait des massages et c'est tout. Alors que la kinésithérapie entre dans tous les domaines médicaux et paramédicaux, médicaux et paramédicaux, dans la chirurgie, dans la neurologie, la kiné respiratoire pour bébé, le rajeunissement cutané, et sans chirurgie, sans avoir recours à la chirurgie, bien sûr, esthétique. C'est une chirurgie, c'est une, c'est des cures de rajeunissement, de lifting, de kinésithérapie, mais sans chirurgie, avec des appareils ou manuels ou avec des appareils. Alors, vu que le domaine de la kinésithérapie vient d'immerger au Maroc il y a 6 ans ou 7 ans, la plupart des Marocains ne savent pas ce que c'est ne savent pas ce que c'est que la kinésithérapie. Et je suis là pour un petit peu les cultiver sur ce domaine, car vu que je connais pas mal de choses sur ce domaine, d'ailleurs, je suis dans le domaine un petit peu, dans le domaine médical et paramédical, et vraiment, je suis conscient que la kinésithérapie est un moyen de survie pour chacun de nous. Et dans chacun de nous, n'en connaît pas les vertus. Alors, pour cette vidéo, je ne vais pas vous parler plus que ça. Je ne vais pas vous donner mes idées sur. Je vous laisse voir des illustrations vidéo sur ce qui se passe en Europe depuis les années 80 jusqu'à maintenant. Des illustrations vidéo très récentes de pas mal de centres de kinésithérapie et d'esthétique médicale qui travaillent avec des technologies modernes. Et dans notre centre, on détient complètement. D'ailleurs, j'ai tenu à ne pas diffuser que le matériel que dispose notre centre et que les cures que nous pouvons faire pour l'instant, car la science de kinésithérapie est très vaste et rassurez-vous, ce que vous allez voir n'est que 40% de ce que cette science peut donner à l'être humain comme bienfait ou fonctionnel ou neurologique ou psychologique.
Alors, essayez de suivre ces illustrations vidéo, essayez de les comprendre, essayez de comprendre qu'est-ce que c'est que la kinésithérapie, au moins essayez de comprendre une partie de la kinésithérapie contemporaine. Alors, rassurez-vous, ce que vous allez voir comme appareil, comme cure, comme professionnalisme, comme qualification, notre centre, on dispose également via un staff diplômés de kinésithérapeutes, de prothésistes, d'esthéticiennes, de professionnels de coiffure. Je vous laisse voir les illustrations et après, je vous laisse juger vous-même sur les vertus de cette science très noble. Nous allons voir le bilan diagnostique du kinésithérapeute en neurologie. La première question que je me pose lorsqu'on me confie un nouveau patient de neurologie, c'est de savoir quelle est l'évolution de sa pathologie. Pour y répondre, il faut savoir qu'il y a 4 types d'évolution des lésions neurologiques. Premièrement, évolution favorable des lésions neurologiques. Deuxièmement, stabilité chronique des lésions neurologiques. Troisièmement, aggravation rapide des lésions neurologiques. Et une quatrième forme d'évolution, c'est une aggravation très lente des lésions neurologiques. Entre ces grandes catégories, il y a évidemment des catégories intermédiaires, comme par exemple une évolution favorable qui s'arrête et qui devient une stabilité chronique. Alors, premièrement, nous allons voir quelques exemples d'évolution favorable dans lesquels il y a amélioration des lésions neurologiques. Cet enfant présentait un traumatisme crânien en phase d'éveil. Lorsqu'on me l'a confié, il ne tenait pas la position assise sans soutien, il n'arrivait pas à marcher et progressivement, il s'est mis à marcher, d'abord avec un déambulateur, puis ensuite il a pu faire tout un tas de choses, notamment du vélo, donc ça allait de mieux en mieux. On peut voir le film de la rééducation de cet enfant sur Dailymotion. Ceci étant, n'importe quelle technique de rééducation donne de bons résultats dans un cas pareil. Il faudrait être vraiment mauvais pour ne pas avoir de bons résultats. Il y a de nombreux autres cas où les lésions, par exemple après l'ablation chirurgicale récente d'une tumeur cérébrale compressive, après un accident vasculaire cérébral récent, dans une sclérose en plaques à la phase de récupération relative suivant une poussée, dans les syndromes de Guillain-Barré en voie de récupération, etc., etc. Dans ces évolutions favorables, toutes les techniques de rééducation donnent de bons résultats, même les plus farfelus. L'amélioration des lésions neurologiques n'est pas toujours totale, et la phase d'évolution favorable se termine souvent par une phase de séquelles. C'est le cas de ce patient que j'ai connu donc enfant. Il avait des séquelles d'un traumatisme crânien, il a fort bien récupéré, il a pu marcher en tout terrain, mais je l'ai revu 15 ans plus tard, il avait toujours des séquelles neurologiques, en particulier un pied varus-équin qui le gênait modérément puisqu'il pouvait toujours marcher en tout terrain. Deuxième grande catégorie de patients, ceux qui ont une stabilité, une chronicité des lésions neurologiques. C'est le cas de ce patient qui présentait des séquelles d'infirmité motrice cérébrale et que l'on peut voir sur le site internet YouTube. Il y a 3 films le concernant, dont celui-là, intitulé IMCI MOC kinésithérapie 3 postures de base. Autre exemple de stabilité des lésions neurologiques, les séquelles 2 ans après la phase initiale, 2 ans après la phase initiale, de traumatisme crânien, d'ablation chirurgicale totale et sans récidive d'une tumeur cérébrale,
d'accident vasculaire cérébral, etc., etc. Il y a de nombreuses séquelles des lésions neurologiques qui sont malheureusement définitives. Dans tous ces cas chroniques, il ne faut pas se décourager. L'indépendance fonctionnelle de ces patients peut être améliorée, mais malheureusement, les lésions neurologiques restent stables et définitives. Le patient progresse à l'intérieur de son handicap grâce à une rééducation bien conduite. Pour avoir une idée de ce qu'on peut faire avec des lésions neurologiques définitives, il faut voir sur le site internet YouTube le film intitulé Paraplégique, rééducation fonctionnelle et ludique. C'est assez étonnant. Autre patient, beaucoup plus dramatique, l'aggravation rapide des lésions neurologiques. Et là, malheureusement, quelle que soit la technique de rééducation utilisée, on aura un mauvais résultat. Des cas comme ça, malheureusement, il y en a beaucoup. Par exemple, les scléroses en plaques en phase de poussée évolutive, ou les tumeurs malignes en pleine évolution, mais il y a bien d'autres cas où les lésions neurologiques évoluent spontanément vers une aggravation rapide, et malheureusement, ça donne de mauvais résultats en rééducation. Quatrième type de patient qu'on peut confier à un kinésithérapeute, des cas où il y a une aggravation très très lente, il y a de nombreuses pathologies qui évoluent très lentement, comme les hérédodégénérescences spinocérébelleuses, l'ataxie de Friedreich par exemple, les scléroses en plaques à forme lentement progressive, etc., etc. C'est dans ce type de pathologie qu'une bonne technique de rééducation peut faire la preuve de son efficacité. En effet, si après un séjour en centre de rééducation ou après une série de séances de rééducation, on observe des progrès, ce n'est pas lié à une évolution spontanée des lésions anatomiques, puisque chaque jour, le patient est un petit peu plus gravement atteint que la veille. Donc c'est bien lié à la rééducation. Alors cette vidéo s'appelle Ataxie de Friedreich, rééducation fonctionnelle, ludique et sportive. Elle est visible sur le site internet YouTube également. Donc elle montre les progrès réalisés par cette patiente au cours de son séjour à l'Institut de rééducation fonctionnelle Pomponiana. Cette patiente a progressé également à l'intérieur de son handicap. Alors voilà la représentation théorique, une espèce de schéma. Comment ces patients, alors qu'il y a une dégénérescence du système nerveux, comment ils arrivent à faire des progrès. Cette dégénérescence est symbolisée par la courbe rouge qui diminue progressivement, c'est donc le plafond des capacités résiduelles du patient qui diminue progressivement lorsque la pathologie s'aggrave lentement. Et en bleu, on voit les progrès des performances fonctionnelles du patient grâce à l'entraînement, et ce pour toutes les activités qui sont situées au-dessous du plafond. Deuxième question importante que je me pose lorsqu'on me confie un nouveau patient de neurologie: comment fait-il ces transferts entre le lit et le fauteuil? Peut-il les faire tout seul? Point d'interrogation. Cette question est tellement importante que j'en ai fait un article qui s'appelle La frontière entre l'indépendance et la dépendance. C'est un article qui a paru dans Kinésithérapie, les cahiers. En fait, cette frontière, justement, c'est les transferts entre le lit et le fauteuil. Si le patient est capable de faire ces transferts, eh bien, il peut rentrer facilement chez lui, il sera indépendant. S'il en est incapable, il sera obligé d'avoir recours à une tierce personne pour passer du lit au fauteuil. Évidemment, là aussi, ça change tout. Les deux premières figures de cet article montrent deux exercices corrélés. Lorsque le patient arrive à effectuer plusieurs fois l'exercice consistant à se mettre debout en se tenant à un espalier et à se rasseoir dans le fauteuil, il arrive beaucoup plus facilement à faire ces transferts entre le lit et le fauteuil. Alors pour voir comment on s'y prend pour faire cet exercice assis debout, eh bien il faut voir cette vidéo qui s'appelle Sclérose en plaques, comment se remettre debout.
Hein, vous voyez avec les deux coussins qui sont devant les genoux, vous voyez que les pieds du patient sont situés sous les coussins et on voit cette patiente qui est restée plusieurs mois dans un fauteuil, dans un lit sans pouvoir se lever, comment elle a pu se remettre debout. Et donc, quand elle a réussi à en faire un certain nombre, plus de 20, plus de 30 même, jusqu'à 50, elle a réussi à le faire, et bien à ce moment-là, c'était plus du tout la même patiente, elle faisait ses transferts beaucoup plus facilement. Un autre exercice qui peut faciliter les transferts, le push-up que l'on peut voir sur cette vidéo. Les autres données du bilan diagnostique du rééducateur mériteraient d'être développées. Par exemple, le bilan articulaire, le bilan orthopédique, le bilan moteur, le bilan de la sensibilité, etc., etc. Bon, c'est pas le but de cette vidéo que de développer ces bilans qui sont généralement bien connus du rééducateur. Mais disons, il faut quand même les faire. Quant à la troisième question que je me pose lorsqu'on me confie un nouveau patient de neurologie, comment obtenir des progrès fonctionnels? On le verra dans une... Bienvenue chez Zelsessence, notre centre est dédié à l'amincissement par les soins corporels et par la diététique. Si vous le voulez bien, je vais vous présenter dès à présent nos cabines de soins. Nous allons commencer par l'électrothérapie. La lipolyse sert à microniser les graisses et à les libérer. La lipolyse sert à microniser les graisses et à les libérer. Nous posons des électrodes sous forme de bandelettes aux endroits qui nécessitent de les travailler. On peut donc poser ces bandelettes partout sur le corps, partout où c'est nécessaire. L'électricité va donc venir microniser les graisses et ainsi les scinder. L'électricité va jusqu'au plus profond de l'hypoderme sans toucher le muscle. Une fois les graisses libérées, il faut bien sûr les évacuer. Pour cela, on va faire travailler les muscles qui vont les consommer. On peut, durant la même séance, travailler et les graisses par la lipolyse et la stimulation par l'électrostimulation. Il suffit à ce moment-là de poser des électrodes sur certaines chaînes musculaires, comme par exemple les abdominaux. En procédant de cette manière, les graisses sont travaillées et en même temps elles sont évacuées. On peut également procéder en deux séances, c'est-à-dire travailler les graisses d'abord sur tout le corps et ensuite travailler les muscles. À ce moment-là, on peut faire travailler plusieurs groupes de muscles. Les cuisses, les abdominaux, ou bien les fessiers, ou les ischio-jambiers. La lipolyse est un soin totalement indolore, alors que la stimulation, bien sûr, fait travailler le muscle en trois phases. D'abord une période d'échauffement, ensuite une période de travail intensif, et ensuite une période où ce sont uniquement les muscles qui travaillent, sans aucune fatigue. On commence toujours par monter les voies de lipolyse. Il faut toujours s'assurer que la peau ne tremble pas. Si c'est le cas, c'est que nous sommes trop loin et que nous atteignons le muscle. Or, ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est d'aller jusque dans l'hypoderme, travailler les graisses. Une fois que les voies de lipolyse sont réglées, on peut travailler les abdominaux, en l'occurrence ici. Alors, pour l'instant, c'est la période d'échauffement. Et dans moins de 30 secondes, le muscle va commencer à travailler. Il travaille en trois phases: échauffement, travail intensif, repos. Ces trois phases se reproduisent tout au long du soin. Elle, la lipolyse, reste en permanence au même rythme. Voilà, on voit maintenant le muscle qui commence à se resserrer. On va voir ensuite la détente. Le muscle est maintenant détendu. Nouvelle période d'échauffement. L'avantage, c'est qu'en faisant des abdos, on peut se fatiguer la nuque. On est rapidement essoufflé, on se fait mal également dans le dos. Là, on travaille, on peut lire, on peut se reposer, on peut se détendre. Et il faut savoir que 30 minutes d'électrostimulation
correspond à peu près à 1h30 de travail intensif en salle. Donc ici nous sommes dans la cabine d'enveloppement, c'est la thermosudation. Ce soin sert à se détendre, mais aussi à transpirer. Ce soin sert à se détendre, mais aussi à transpirer et à faire pénétrer les actifs. On enduit le corps avec des huiles essentielles ou des algues. Nous ne travaillons qu'avec ces deux qualités de produits. Et ensuite, nous réglons la couverture d'enveloppement, la chaleur. Le soin dure environ une trentaine de minutes. Dans ce soin, la chaleur est douce et progressive. On peut régler les zones différemment. La zone des jambes est toujours la zone réglée moins fort. Et les huiles essentielles sont appliquées pour protéger les vaisseaux sanguins. Nous allons maintenant passer au palpé roulé, le fameux palpé roulé qui, contrairement à ce que l'on peut croire, n'est pas spécialement douloureux, puisqu'en fait il peut être adapté aux besoins de chaque personne, mais surtout à ce que chaque personne peut supporter. On commence toujours un palpé roulé par faire les ouvertures ganglionnaires. Ce sont nos petites corbeilles personnelles. Ici, par exemple, le poplité qui va permettre, à la fin du soin, de drainer jusque dans ces petites corbeilles. Donc le soin commence toujours par l'ouverture des zones ganglionnaires. Une fois les zones ganglionnaires ouvertes, nous allons procéder au palpé. Donc l'action du palpé, c'est faire remonter les cellules adipeuses en surface. Alors, bien sûr, on travaille tout le corps, on peut même travailler les bras si nécessaire. Voilà, une fois le palpé effectué, on passe au roulé. Pour rouler, bien sûr, on est obligé d'appliquer un produit qui va faciliter le travail. Donc on peut appliquer soit des huiles essentielles, soit une crème pour la cellulite, pour les amagresseurs en général. Le but du jeu, c'est d'attraper la peau qui va se retrouver prise et roulée entre les rouleaux. On travaille toujours dans deux sens. Une fois le roulé effectué, on termine par un drainage de façon à libérer les graisses que l'on vient de travailler et de les envoyer dans les petites corbeilles. En l'occurrence, là nous n'avions simplement ouvert que le poplité. Donc on va remonter tout doucement et libérer les graisses dans nos petites corbeilles. Ici on a le triangle de Scarpa que l'on ouvre en principe quand la personne est sur l'autre côté. Mais donc on vient aussi libérer dans ces parties. Voilà. Le Magicred, c'est l'association de l'électrothérapie et des infrarouges. Les infrarouges pénètrent jusqu'à 4 mm sous l'épiderme et vont donc, par la chaleur, augmenter le métabolisme, donc la consommation. L'électrostimulation, elle, va faire travailler les muscles. Une séance de Magicred, c'est à peu près 1h30 de jogging intensif. La première partie du soin, c'est d'abord l'application de produits
qui vont faciliter l'élimination des graisses et faciliter la sudation. Ensuite, les bandes sont appliquées sur les parties du corps concernées. Pour notre exemple, on a choisi la cuisse, mais ça peut être bien évidemment le ventre ou les fesses. Une fois les bandes installées, l'appareil relié, nous allons donc le mettre en route, en l'occurrence la cellulite. On va demander les infrarouges. Alors, il faut savoir aussi que les infrarouges sont utiles pour la relaxation. Ils activent la fabrication de la sérotonine et également la fabrication de la vitamine D, très importante aussi pour la calcification de nos os. Le soin dure 30 minutes. Au bout de 10 minutes, les infrarouges vont légèrement se baisser. Je crois que la chaleur est quand même assez intense, mais agréable. Le sauna infrarouge, donc il sert à la détente, à la relaxation, mais aussi bien sûr à la sudation. Le soin dure 30 minutes et la chaleur peut être réglée suivant le désir de la personne. Ce sauna n'a aucune humidité à l'intérieur, ce qui permet aux personnes, même ayant quelques problèmes respiratoires, de pouvoir en profiter. Nous allons passer maintenant aux ultrasons qui servent à la micronisation des graisses. Les ultrasons sont totalement inaudibles. On applique ces plaques de céramique après les avoir enduites d'un gel, un gel médical, comme celui utilisé par exemple pour les échographies. Alors, tout comme la lipolyse, on applique les plaques sur les endroits graisseux. Ce soin est totalement indolore, la cliente doit simplement ressentir une douce chaleur. Certains soins se complètent, comme par exemple le palpé roulé, qui nécessite souvent après un drainage, les ultrasons qui souvent sont complétés par le palpé roulé, la lipolyse par l'électrothérapie, mais la plupart de ces soins nécessitent du drainage, de façon à évacuer toutes les petites cellules graisseuses qui auront été travaillées, scindées et micronisées. On applique un produit pour les jambes, un produit rafraîchissant, déjà pour commencer, puisque ce soin est aussi fait pour soulager les jambes lourdes, ce qui n'est pas négligeable dans certaines professions, comme par exemple les coiffeuses. Les bottes de pressoplastie, puisque ce soin s'appelle ainsi, sont formées de cellules qui vont se gonfler, chacune leur tour, et reproduire un drainage manuel comme s'il était fait de la cheville jusqu'à l'aine. Bien, nous avons vu comment traiter la cellulite, nous avons vu comment traiter les amas graisseux, comment tonifier le muscle, comment drainer. Il faudrait aussi peut-être que nous parlions maintenant du poids. C'est une partie qui n'est pas négligeable. Ici, on vous prend en charge. On vous donne soit des régimes hyperprotéinés, soit des régimes hypocaloriques. Tout dépend de l'entretien que nous avons ensemble et puis de votre façon de vous alimenter et surtout de vos possibilités. Quoi qu'il arrive, avant de commencer un régime, on commence toujours par faire un bilan de bioimpédance-métrie. Avec ce petit appareil, nous le relions à des électrodes posées sur votre pied, sur votre poignet. Et cet appareil va nous permettre de déterminer vos besoins énergétiques, votre métabolisme, nous donner également vos masses grasses,
vos masses d'eau et nous permettre donc de mettre en place ce régime. Le régime, c'est votre partie, vous êtes contrôlé, suivi à chaque fois que vous venez, jusqu'à votre stabilisation. C'est cette période justement qu'il ne faut surtout pas louper. Pour que le régime soit réussi, il faut aller jusqu'à cette période de stabilisation. J'espère que cette présentation vous aura plu et j'espère que vous comptez bientôt parmi nos clientes. Nous sommes ouverts tous les jours du mardi au vendredi de 10h à 19h et le samedi matin de 9h30 à 13h30. Vous pourrez également faire des soins visage. Des séances de maquillage et des modelages relaxants dont nous n'avons pas parlé puisque notre base est avant tout l'amincissement et la diététique. La première approche musculaire est une approche qui se fait de façon manuelle, c'est-à-dire que c'est sur un toucher vaginal qu'on va percevoir, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de percevoir les choses, sur un toucher vaginal qu'on va examiner déjà le degré de force musculaire, et à partir de cela qu'on va essayer d'augmenter comme sur n'importe quel autre muscle du corps. La plus grosse difficulté, c'est le problème de la localisation musculaire, des muscles cachés. Et la plupart du temps, aussi bien les messieurs que les dames ne savent pas aborder cette région, n'ont pas une perception très fine de cela. On a des techniques instrumentales qui seront de l'électrostimulation, qui se fait sur une sonde qu'on met dans le vagin ou dans l'anus suivant ce qu'on a besoin de faire. Chez les messieurs, la rééducation se fera par voie anale. Et cette électrostimulation, d'une part, va donner des informations précieuses parce que ce qu'on veut expliquer au patient, eh bien, on le fait faire de façon passive par le courant. Cela donne une image sensorielle immédiate qui doit être reproduite d'une façon plus active par la patiente. Et on va se servir aussi de l'électrostimulation pour certains rôles qu'on lui connaît. Qui sont des rôles de renforcement sphinctérien et des rôles aussi de diminution de l'excitabilité de la vessie. Et sur le mode instrumental, on va se servir aussi d'une autre technique qui s'appelle le biofeedback, qui en gros est un peu assimilable à un monitoring, c'est-à-dire que quand une patiente contracte ses muscles de façon active, eh bien, on va pouvoir lui montrer des preuves sur un écran, sur un système sonore, sur un système visuel de ce qu'elle est en train de faire. Elle va pouvoir se corriger, s'auto-corriger en regardant ce qu'elle fait sur l'écran. Donc c'est un système qui permet de façon très apparemment technique de donner des renseignements très objectifs sur ce que fait la patiente et de lui montrer un peu une réalité de ce qu'elle fait. Ça va être un outil qui, chaque fois qu'on veut obtenir un but, va nous servir. D'une façon générale, si la rééducation est bien pratiquée, 10 à 15 séances suffisent pour qu'on obtienne une amélioration, voire une résolution des fuites urinaires. On a à peu près 60 à 70% d'excellents résultats qui sont à maintenir. Le premier interlocuteur, c'est soit le gynécologue, soit le généraliste, qui va se dire que peut-être cette incontinence va être une indication de rééducation. Donc d'une façon générale, la première réponse à une incontinence moyenne qui n'a pas été provoquée du jour au lendemain par une circonstance particulière va être une indication de rééducation. Bon. Donc le médecin va envoyer la patiente chez le kinésithérapeute. Le kinésithérapeute va faire un bilan, c'est-à-dire qu'il va interroger sa patiente, il va l'examiner et il va regarder si sa musculature pelvienne, c'est-à-dire celle qui intervient dans l'incontinence, est une musculature de bonne ou de mauvaise qualité. Le but de cette première approche va être de rendre une musculature de mauvaise qualité meilleure et d'apprendre à tout le monde à s'en servir. D'une façon générale, si la rééducation est bien pratiquée, 10 à 15 séances suffisent pour qu'on obtienne une amélioration, voire une résolution des fuites urinaires. On a à peu près 60 à 70% d'excellents résultats qui sont à maintenir et qui sont à maintenir dans le temps. Le but, c'est d'exercer une fonction dont on va se servir au quotidien. Donc, une dizaine, une quinzaine de séances pour obtenir ce but-là,
que la patiente utilise dans la vie quotidienne, qui plusieurs mois après est revue sur 5-6 séances de rafraîchissement, un petit peu de petite piqûre de rappel. On va passer là dans le champ des investigations supplémentaires qui vont être faites par le médecin, qui vont être demandées par le médecin ou le gynécologue. Et à ce moment-là, on va voir s'il y a des facteurs plus organique. Est-ce qu'il y a une faiblesse sphinctérienne? Est-ce qu'il y a une excitabilité de la vessie plus importante? Est-ce qu'il y a des facteurs liés aux antécédents de la patiente? Est-ce qu'elle prend des médicaments qui peuvent favoriser une incontinence? À ce moment-là, écoutez, les choses prennent un peu plus d'ampleur. On passe aux examens, puis aux traitements médicaux éventuellement, aux traitements chirurgicaux éventuellement. Au début des traitements, on demande aux patients à quel degré ils évaluent la gêne dans leur vie. Et ce degré de gêne est très différent suivant les gens. Donc notre rôle à nous, aussi bien en rééducation qu'en médicaments, qu'en prescription de médicaments, ça va être lié à ce que nous décrivent les gens. Vous voyez, ça c'est un peu différent du traitement médical strict où on dit « vous ferez ça ». Et là, si notre patiente, elle va être améliorée à 50% ou à 60% ou à 70%, ça ne va pas être apprécié de la même façon. Est-ce que vous pouvez vivre comme ça? Est-ce qu'on peut vous donner des petits moyens? Protection, port de tampon pendant le sport. Vous voyez, ça va être la négociation permanente pour essayer d'apporter des petits moyens. Salut les filles, bienvenue dans notre séquence spéciale grossesse. Aujourd'hui, de nouveaux exercices pour des étirements et détente du dos. Ces exercices pourront être appliqués pendant le travail à la maternité. Bien se positionner sur son tapis. Voilà, on creuse ici entre les omoplates, petite séquence tonification. Expire, pousse le ballon bien loin. Voilà, essaye de bien aplatir le dos. Une seule ligne entre le bas du dos et le sommet du crâne. Pendant la grossesse, on a tendance à laisser arrondir le dessus du dos. Donc ici, on remuscle, on retonifie, on empêche que les épaules ne basculent vers l'avant. Bien, maintenant la détente, tu peux t'appuyer sur le ballon. Voilà, même la tête peut être aussi sur le ballon. Et on roule simplement de droite à gauche. Voilà, là c'est parti, détente. Autre solution de positionnement pour les jambes, tu vas te placer avec les jambes en dessous de toi. Très bien. Écarte un petit peu plus les genoux. Voilà, minimum largeur bassin. Pareil, expire, pousse le ballon bien loin devant. Voilà, donc ici vous allongez la colonne au maximum, comme si vous tiriez d'un bout à l'autre. Voilà, pareil, pas laisser arrondir le dessus du dos. Voilà, toute la colonne est tonique, on n'oublie pas les cervicales, pas laisser descendre la tête. Ok, réécarte les mains un petit peu plus larges. Si vous rapprochez trop fort les mains, vous risquez d'arrondir le dessus du dos. Ok, et expire, remonte. Très bien, et maintenant tu vas passer à 4 pattes. Hop, avec le ballon bien loin aussi. Voilà, et de là, on peut faire des petits bercements, droite, gauche. Voilà, essayez d'avoir un angle assez fermé ici au niveau du bassin, pas avancer trop loin et risquer de partir dans la cambrure. Ici, son dos reste droit, sans qu'elle n'ait vraiment repositionné le bas du dos. Hop, et pareil, la phase détente, avec les mains dessus, les bras, la tête posée, les petits bercements. Voilà, cette position est très chouette à adopter pendant le travail pour aider bébé à se positionner, pour aider à ce que son dos descende, se placer près du nombril. Quand il tape dans les côtes, c'est aussi très chouette, vous lui laissez beaucoup plus d'espace et votre dos est soutenu. Encore un nouveau petit exercice maintenant, justement avec les bébés qui tabassent ici dans les côtes, pour vous aider à ouvrir le côté. Voilà, comme on a déjà vu, on évite de tasser le côté opposé à l'étirement. Donc ici, elle va essayer d'englober le ballon, voilà, le plus fort possible pour ne pas tasser son côté gauche. Ok, maintenant, le bras droit monte, hop, et tu ouvres. Ici, voilà, tout ce côté-là. Vous voyez toute la place que vous allez rendre ici à bébé. Voilà, on va chercher bien loin sans laisser monter l'épaule vers l'oreille. On se grandit au maximum. Ok, on revient. Évidemment, ces exercices, on le fait des deux côtés, donc vous changez de côté chez vous. Ok, on a vu là plusieurs exercices qui vont vous servir pour donner un petit peu plus de place au bébé et vous étirer sans vous tasser. N'oubliez pas que vous choisissez la position qui vous convient, que ce soit assis en tailleur, à genoux ou de côté. N'hésitez pas à les essayer,
à tester ce qui vous convient, qui vous soulage. Prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao! Cela commence par un rhume banal, mais très vite bébé a les bronches encombrées, il est fatigué, il a moins d'appétit. Pas de doute, c'est la bronchiolite. Premier geste, consulter son médecin. C'est le médecin qui va d'abord évaluer l'état respiratoire de l'enfant, la tolérance de la bronchiolite. Et puis effectivement, le médecin qui aura évalué déjà effectivement le nourrisson à ce stade pourra le confier à un kinésithérapeute qui lui d'ailleurs va poursuivre l'évaluation. La kiné respiratoire est ainsi incontournable. Mais comment se déroule une séance en pratique? Donc la première chose, c'est qu'on déshabille l'enfant. Il faut le regarder respirer. Et on voit comment il respire. On va l'installer sur le dos. Et on va l'installer sur un plan à 30 degrés. Pourquoi à 30 degrés? Tout simplement pour éviter qu'il régurgite. Ensuite, on va mettre une main sur le thorax et simplement tester. Tester sur le thorax et simplement tester. Tester la mobilité de la cage thoracique. Globalement, on sait si l'enfant se laisse déprimer, donc s'il se laisse emmener. Quand le bébé a une bronchiolite, la respiration est difficile, il est toujours en train de chercher de l'air parce qu'il n'arrive pas à le souffler. En même temps, on va tester l'intégrité des côtes. On va s'assurer qu'il n'y a pas une douleur. Ensuite, on va regarder s'il a mal au ventre. Bon, on va appuyer un petit peu sur son ventre. Une fois que le kinésithérapeute a effectué ses observations et ses contrôles, il peut débuter la kiné respiratoire en toute sécurité. On va avoir une poussée synchrone des deux mains. On va emmener l'enfant vers une expiration. On va le faire souffler. Le faire souffler pour trouver le débit qui va permettre d'entendre la sécrétion qu'il y a dans ses bronches, qui va bouger, et de la faire progresser. Comme vous, quand vous avez un chat dans la gorge, on teste ce qu'on appelle le juste flux. Et là, du coup, les sécrétions remontent, on les entend. Et une petite technique pour déclencher l'atout à l'enfant, il suffit d'appuyer sur la trachée ici, alors soit avec un doigt, soit avec le bord de la main. On déclenche l'atout, qui n'est pas mature chez les tout petits, en dessous de 2 ans, ou très peu efficace. Et la sécrétion va se retrouver dans la bouche. Alors là, il y a aussi une petite technique qui permet d'éviter que l'enfant ne ravale cette sécrétion. Donc on va lui bloquer, et là c'est un petit peu impressionnant sur les images parce qu'on lui bloque la déglutition. C'est pas la respiration, c'est la déglutition. On récupère un mouchoir bien propre, un usage unique, la sécrétion. Pour les parents, les premières séances de kiné respiratoire sont souvent impressionnantes. Pourtant, ils peuvent être rassurés. Même s'il pleure, cela ne fait absolument pas mal à bébé. Un bébé qui est contraint, il s'exprime avec ses mots de bébé, donc il pleure. Donc il faut accepter qu'effectivement, quand un bébé de surcroît malade est emmené dans un environnement qu'il ne connaît pas et qu'il est confronté à une personne qu'il ne connaît pas, grande chance pour qu'il réagisse en pleurant. Une fois que l'enfant a fini sa séance, il va s'arrêter instantanément de pleurer, puisque ce ne sont pas des pleurs dus à la douleur, ce sont des pleurs dus à la contrainte. Et un enfant qu'on arrête d'embêter, il s'arrête de pleurer. Et là, du coup, il a un beau sourire, il respire mieux, maman et papa sont là, tout va bien. À raison de 4 à 8 séances de kiné respiratoire, bébé devrait guérir de sa bronchiolite en 8 à 10 jours, même si une toux peut persister pendant 2 semaines. L'enfant récupère une respiration normale et les parents retrouvent le sourire. Voilà. Allez-y. Tirez bien vos doigts en arrière. Faites vraiment Bollywood. Voilà. Très bien. Ma patiente a été opérée il y a 5 ans d'un cancer du sein, c'est-à-dire une ablation de la glande mammaire. Et la prothèse définitive a été placée 1 an après. Voilà. Abaissez bien. Voilà. Abaissez bien votre épaule. Dans le cas d'une reconstruction, l'implant il est sous le grand pectoral, sous le muscle. Et du coup, ça tire sur toute la zone, ça tire sur le cou, ça tire sur l'épaule, parce que le grand pectoral, il ne se laisse pas étirer comme ça. Donc si nous, on ne vient pas pour aider à étirer ce grand pectoral, eh bien, la personne a une espèce de position de repli, on se ferme
sur le sein opéré. Et puis le muscle, il demande qu'à se rétracter. Allez, encore on souffle. Voilà. Bravo. Allez-y. Je suis arrivée chez Jocelyne avec ce carcan qui était quand même très épais. Cette posture, c'est vrai, de renfermement comme ça. Et puis des douleurs à tous les niveaux, dans le dos, surtout dans le cou. Voilà. Et puis, dès que Jocelyne a commencé à intervenir, je pense qu'en 3 semaines, j'ai eu l'impression de revivre. Bon, il y a toujours ce petit point qui accroche, mais c'est quand même mieux. Ça va? Ça fait mal quand je... Ouais. L'idée, même 5 ans après, c'est d'entretenir cette zone du sein et de l'épaule qui est complètement impliquée dans cette chirurgie et en particulier masser, étirer, mobiliser la cicatrice, car une cicatrice, c'est toujours une zone qui risque de coller, de se rétracter et de gêner l'amplitude du bras. L'épaule est très souvent en avant. Et chez les femmes opérées du sein, c'est ce que j'appelle l'attitude de protection du sein. Parce que la femme se referme sur la zone du sein. Parce que la femme se referme sur la zone du traumatisme. Et l'idée, c'est de lui apprendre à ouvrir cette zone, à remettre la poitrine en avant, à avoir une posture fière, bien droite. Et c'est une posture qui va amener du soulagement. Voilà, allez-y, mettez vos épaules en arrière. Voilà. Toujours en soufflant. Vous voyez ce jeu des omoplates, c'est ce que vous devez rechercher dans la journée. Voilà. On ne doit jamais oublier que l'opération du sein, en fait, a des conséquences à l'arrière du corps et en particulier au niveau de cette zone de l'omoplate. Donc la mobilisation, le massage de l'omoplate, des muscles qui l'entourent sont très importants et on est toujours dans une optique de bien-être. Il n'y a aucune contre-indication à masser après une chirurgie. Bien au contraire, on va vraiment aller vers la relaxation et la détente. Bienvenue chez Essence, notre centre est dédié à l'amincissement par les soins corporels et par la diététique. Si vous le voulez bien, je vais vous présenter dès à présent nos cabines de soins. Nous allons commencer par l'électrothérapie. La lipolyse sert à microniser les graisses et à les libérer. Nous posons des électrodes sous forme de bandelettes aux endroits qui nécessitent de les travailler. On peut donc poser ces bandelettes partout sur le corps, partout où c'est nécessaire. L'électricité va donc venir microniser les graisses et ainsi les scinder. L'électricité va jusqu'au plus profond de l'hypoderme sans toucher le muscle. Une fois les graisses libérées, il faut bien sûr les évacuer. Pour cela, on va faire travailler les muscles qui vont les consommer. On peut, durant la même séance, travailler et les graisses par la lipolyse et la stimulation par l'électrostimulation. Il suffit à ce moment-là de poser des électrodes sur certaines chaînes musculaires, comme par exemple les abdominaux. En procédant de cette manière, les graisses sont travaillées et en même temps elles sont évacuées. On peut également procéder en 2 séances, c'est-à-dire travailler les graisses d'abord sur tout le corps et ensuite travailler les muscles. À ce moment-là, on peut faire travailler plusieurs groupes de muscles. Les cuisses, les abdominaux, ou bien les fessiers, ou les ischio-jambiers. La lipolyse est un soin totalement indolore, alors que la stimulation, bien sûr, fait travailler le muscle en 3 phases. D'abord une période d'échauffement. Ensuite une période de travail intensif et ensuite une période de repos. L'avantage de l'électrostimulation par cette machine,
c'est que ce sont uniquement les muscles qui travaillent, sans aucune fatigue. On commence toujours par monter les voies de lipolyse. Il faut toujours s'assurer que la peau ne tremble pas. Si c'est le cas, c'est que nous sommes trop loin et que nous atteignons le muscle. Or, ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est d'aller jusque dans l'hypoderme, travailler les graisses. Une fois que les voies de lipolyse sont réglées, on peut travailler les abdominaux, en l'occurrence ici. Alors, pour l'instant, c'est la période d'échauffement. Et dans moins de 30 secondes, le muscle va commencer à travailler. Je travaille en 3 phases: échauffement, travail intensif, repos. Ces 3 phases se reproduisent tout au long du soin. Elle, la lipolyse, reste en permanence au même rythme. Voilà, on voit maintenant le muscle qui commence à se resserrer. On va voir ensuite la détente. Le muscle est maintenant détendu. Nouvelle période d'échauffement. L'avantage, c'est qu'en faisant des abdos, on peut se fatiguer la nuque. On est rapidement essoufflé, on se fait mal également dans le dos. Là, on travaille, on peut lire, on peut se reposer, on peut se détendre. Et il faut savoir que 30 minutes d'électrostimulation correspond à peu près à 1h30 de travail intensif. Donc ici, nous sommes dans la cabine d'enveloppement. C'est la thermosudation. Ce soin sert à se détendre, mais aussi à transpirer et à faire pénétrer les actifs. On enduit le corps avec des huiles essentielles ou des algues. Nous ne travaillons qu'avec ces 2 qualités de produits. Et ensuite, nous réglons la couverture d'enveloppement, la chaleur. Le soin dure environ une trentaine de minutes. Dans ce soin, la chaleur est douce et progressive. On peut régler les zones différemment. La zone des jambes est toujours la zone réglée moins fort. Et les huiles essentielles sont appliquées pour protéger les vaisseaux sanguins. Nous allons maintenant passer au palpé roulé, le fameux palpé roulé qui, contrairement à ce que l'on peut croire, n'est pas spécialement douloureux, puisqu'en fait il peut être adapté aux besoins de chaque personne, mais surtout à ce que chaque personne peut supporter. On commence toujours un palpé roulé par faire les ouvertures ganglionnaires. Ce sont nos petites corbeilles personnelles. Ici, par exemple, le poplité, qui va permettre, à la fin du soin, de drainer jusque dans ces petites corbeilles. Donc le soin commence toujours par l'ouverture des zones ganglionnaires. Une fois les zones ganglionnaires ouvertes, nous allons procéder au palpé. Donc l'action du palpé, c'est faire remonter les cellules adipeuses en surface. Alors, bien sûr, on travaille tout le corps, on peut même travailler les bras si nécessaire. Voilà, une fois le palpé effectué, on passe au roulé. Pour rouler, bien sûr, on est obligé d'appliquer un produit qui va faciliter le travail. Donc on peut appliquer soit des huiles essentielles, soit une crème pour la cellulite, pour les amas graisseux en général. Le but du jeu, c'est d'attraper la peau qui va se retrouver prise et roulée entre les rouleaux. On travaille toujours dans 2 sens. Une fois le roulé effectué, on termine par un drainage de façon à libérer les graisses que l'on vient de travailler et de les envoyer dans les petites corbeilles. En l'occurrence, là nous n'avions simplement ouvert que le poplité. Donc on va faire
doucement pour venir libérer les graisses dans le petit corbeille. Ici, on a le triangle de Scarpa que l'on ouvre en principe quand la personne est sur l'autre côté. Mais donc, on vient aussi libérer dans ces parties. Voilà. Le Magic Red, c'est l'association de l'électrothérapie et des infrarouges. Les infrarouges pénètrent jusqu'à 4 mm sous l'épiderme et vont donc, par la chaleur, augmenter le métabolisme, donc la consommation. L'électrostimulation, elle, va faire travailler les muscles. Une séance de Magic Red, c'est à peu près 1h30 de jogging intensif. La première partie du soin, c'est d'abord l'application de produits qui vont faciliter l'élimination des graisses et faciliter la sudation. Ensuite, les bandes sont appliquées sur les parties du corps concernées. Pour notre exemple, on a choisi la cuisse, mais ça peut être bien évidemment le ventre ou les fesses. Une fois les bandes installées, l'appareil relié, nous allons donc le mettre en route. Donc nous allons sélectionner, là, en l'occurrence, la cellulite. On va demander les infrarouges. Alors, il faut savoir aussi que les infrarouges sont utiles pour la relaxation. Ils activent la fabrication de la sérotonine et également la fabrication de la vitamine D, très importante aussi pour la calcification de nos os. Le soin dure 30 minutes. Au bout de 10 minutes, les infrarouges vont légèrement se baisser. Je crois que la chaleur est quand même assez intense, mais agréable. Le sauna infrarouge, donc il sert à la détente, à la relaxation, mais aussi bien sûr à la sudation. Le soin dure 30 minutes et la chaleur peut être réglée suivant le désir de la personne. Ce sauna n'a aucune humidité à l'intérieur, ce qui permet aux personnes, même ayant quelques problèmes respiratoires, de pouvoir en profiter. Nous allons passer maintenant aux ultrasons qui servent à la micronisation des graisses. Les ultrasons sont totalement inaudibles. On applique ces plaques de céramique après les avoir enduites d'un gel, un gel médical, comme celui utilisé par exemple pour les échographies. Alors, tout comme la lipolyse, on applique les plaques sur les endroits graisseux. Ce soin est totalement indolore, la cliente doit simplement ressentir une douce chaleur. Certains soins se complètent, comme par exemple le palpé roulé, qui nécessite souvent après un drainage. Les ultrasons qui souvent sont complétés par le palpé roulé, la lipolyse par l'électrothérapie, mais la plupart de ces soins nécessitent du drainage, de façon à évacuer toutes les petites cellules graisseuses qui auront été travaillées, scindées et micronisées. On applique un produit pour les jambes, un produit rafraîchissant, déjà pour commencer, puisque ce soin est aussi fait pour soulager les jambes lourdes, ce qui n'est pas négligeable dans certaines professions, comme par exemple les coiffeuses. Les bottes de pressoplastie, puisque ce soin s'appelle ainsi,
sont formés de cellules qui vont se gonfler, chacune leur tour, et reproduire un drainage manuel comme s'il était fait de la cheville jusqu'à l'aine. Bien, nous avons vu comment traiter la cellulite, nous avons vu comment traiter les hommes agresseux, comment tonifier le muscle, comment drainer. Il faudrait aussi peut-être que nous parlions maintenant du poids. C'est une partie qui n'est pas négligeable. Ici, on vous prend en charge. On vous donne soit des régimes hyperprotéinés, soit des régimes hypocaloriques. Tout dépend de l'entretien que nous avons ensemble et puis de votre façon de vous alimenter et surtout de vos possibilités. Quoi qu'il arrive, avant de commencer un régime, on commence toujours par faire un bilan de bioimpédance-métrie. Avec ce petit appareil, nous le relions à des électrodes posées sur votre pied, sur votre poignet. Et cet appareil va nous permettre de déterminer vos besoins énergétiques, votre métabolisme, nous donner également vos masses grasses, vos masses d'eau et nous permettre donc de mettre en place ce régime. Le régime, c'est votre partie, vous êtes contrôlé, suivi à chaque fois que vous venez, jusqu'à votre stabilisation. C'est cette période justement qu'il ne faut surtout pas louper. Pour que le régime soit réussi, il faut aller jusqu'à cette période de stabilisation. J'espère que cette présentation vous aura plu et j'espère que vous comptez bientôt parmi nos clientes. Nous sommes ouverts tous les jours du mardi au vendredi de 10h à 19h et le samedi matin de 9h30 à 13h30. Vous pourrez également faire des soins visage, des séances de maquillage et des modelages relaxants dont nous n'avons pas parlé puisque notre base est avant tout l'amincissement et la diététique. Le traitement du pied-bot varus-équin par la méthode fonctionnelle associe kinésithérapie et moyens de contention. Dans la majorité des cas, les corrections obtenues sont satisfaisantes, comme cet exemple de pied-bot sévère à la naissance et le résultat à 2 ans. Le traitement rigoureux se compose globalement de 3 étapes successives adaptées au développement psychomoteur de l'enfant. Pendant la première période, les séances de kinésithérapie sont quotidiennes et les contentions permanentes. Plusieurs mobilisations vont être pratiquées sur un enfant détendu, voire endormi. La dérotation du bloc calcanéopédieux permet de corriger l'adduction globale du pied par rapport au talus ou astragale et à la jambe, qui constitue l'unité talo-tibio-fibulaire. La décoaptation de l'os naviculaire par rapport au tibia, prolongée par la décoaptation de l'os naviculaire par rapport au talus, va aboutir progressivement au réalignement de l'arche interne. La correction de l'équin peut faire l'objet de différentes prises d'étirement du tendon d'Achille par traction du calcanéum exclusivement, interdisant ainsi toute fausse correction sagittale dans l'articulation médiotarsienne. Enfin, la vue plantaire objective la correction de l'adduction de l'articulation médiotarsienne et d'un éventuel creux associé. En fonction des progrès obtenus, ces manœuvres peuvent se combiner les unes avec les autres, aboutissant à terme à la réintégration du talus. Pour
conserver le bénéfice des corrections manuelles et prolonger le geste kinésithérapique, le pied est installé sur une plaquette avec des bandes de sparadrap non extensibles et hypoallergiques. La protection de la peau par différents moyens est indispensable. Pendant cette deux bandes posées sur le bord interne du pied exercent une traction bipolaire opposée de l'arche interne. La première bande tracte l'avant-pied vers l'avant. Une deuxième bande fixe l'avant-pied tracté sur la plaquette. La troisième bande étire l'arrière-pied vers l'arrière. La quatrième bande accroche la grosse tubérosité du calcanéum et se rabat sans traction de part et d'autre de la plaquette. Une cinquième bande verticale solidarise le calcanéum à la plaquette. En aucun cas, il ne doit se décoller de celle-ci. Une bande dite en spartiate est collée sous le médio-pied. Chaque chef latéral refixe la grosse tubérosité du calcanéum et se rabat de part et d'autre sur la plaquette. Une septième bande verticale de calcanéum assure d'une bonne solidarisation. Enfin, une bande de sparadrap élastique termine le montage. La coloration du pied doit rester normale du début jusqu'à la fin de la pose. Pour corriger le pied par rapport à la jambe, une attelle fémoropédieuse est adaptée en fonction des données cliniques. Elle n'est jamais hypercorrigée. La deuxième période est une phase d'entretien qui se poursuit jusqu'à la verticalisation de l'enfant. La kinésithérapie est pratiquée 3 fois par semaine. Les mobilisations effectuées sont les mêmes que dans les séquences précédentes. On y ajoute la mobilisation en flexion dorsale et en flexion plantaire de l'articulation tibio-tarsienne de façon à surveiller l'installation d'une éventuelle rétraction du tibial antérieur nocive car varisante. Le travail actif des muscles fibulaires ou péronniers par stimulation cutanée sur le bord externe du pied peut alors être entrepris. Le renforcement du long fibulaire assurera un bon appui antéro-interne lors de la marche. Enfin, l'implication des familles dans le traitement autorise un peu de souplesse vis-à-vis de celui-ci. Pour ce qui concerne les contentions, une plaquette incurvée à concavité plantaire est utilisée. Elle permet un meilleur étirement du tendon d'Achille tout en protégeant l'articulation médio-tarsienne dans le plan sagittal, évitant ainsi la déformation en pied convexe. Dans la journée, une attelle courte est suffisante. Elle laisse plus d'autonomie à l'enfant qui va acquérir la station assise puis le 4 pattes. La troisième période est celle de la verticalisation et de la marche. Plaquettes et attelles courtes ne sont pas une entrave à ces acquisitions. Plus l'enfant va se verticaliser, plus il est libéré des contentions dans la journée.
La marche nu-pied est recommandée et nous permet d'apprécier les défauts résiduels de façon à pouvoir les corriger par la kinésithérapie et les moyens nocturnes. Dans 70% des cas, les résultats sont bons et les enfants ne seront pas opérés. Rarement, une ténotomie percutanée du tendon d'Achille, suivie d'un plâtre fémoro-pédieux pendant 3 semaines, peut être proposée dès l'âge de 4 à 6 mois. Ce geste, à minima, facilite la poursuite du traitement kinésithérapique. Quand une chirurgie plus invasive est nécessaire, l'indication peut être posée dès que l'enfant se verticalise, puis à tout moment si le résultat se dégrade, car un pied-bot n'est jamais dit guéri avant la fin de la croissance. Quoi qu'il en soit, bien traité, le pied-bot varus-équin ne doit plus être considéré comme un handicap, l'enfant est chaussé normalement, les sports et les loisirs de plein air sont vivement encouragés.